Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Bon alors cette fois je suis un peu fatigué, du coup j'ai un peu la flemme de préparer une intro, sans doute la même flemme qu'ont certains auteurs de Discovery à écrire leur scénario. Let's fly. I know there's been something on your mind. I've been trying to step outside my comfort zone, like little baby steps. Brace for impact! Challenge myself. Heck yes! Go. Get inspired. Okay. Yes! So fun. Today is about the very future of Starfleet. The anomaly has ignited old and new fears alike. So, typical day. Working. Bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul et une fois n'est pas coutume, le hasard du calendrier fait que je suis avec un panel 100% féminin. Car en effet, aujourd'hui, nous accueillons notre guest star du jour qui s'appelle Liv. Bonjour Liv. Bonjour. Comment ça va ? Eh ben, très bien, très bien. Et puis merci de l'invitation, ça fait plaisir. Eh ben, merci de t'être téléporté à bord, ça nous fait plaisir à nous. On a également notre enseigne Marie-Paul. Salut Marie-Paul. Salut, ça va ? Bon, moi ça va. Ça, comme je l'ai dit, je suis un petit peu fatigué, mais ça va très bien. Oh, t'es vieux, c'est pour ça. J'avoue. Et nous avons bien sûr toujours avec nous notre fidèle lieutenant Bajoran, Marina. Salut Marina. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Moi aussi je suis très fatiguée, donc je risque de dire des bêtises ce soir. Ouais, pas de soucis. Mais en tout cas, bon, avant de parler des épisodes, on va quand même s'intéresser un peu à Liv, que nous accueillons pour la première fois dans le Cadran Pop. Donc du coup, Liv, c'est quoi ton premier contact avec Star Trek ? Alors, je pense que c'est comme beaucoup de personnes qui sont nées dans les années 80. C'était avec... ça y est, c'est l'heure d'extro-mémoire. Avec The Next Generation. Voilà, ça passait à la télé. À l'époque, j'étais encore en Guadeloupe, donc... Bon voilà, je saurais même pas vous dire sur quelle chaîne ça passait. Ah, sur Jimmy. Alors nous on n'avait pas cette chaîne-là parce que voilà, on n'a pas forcément les mêmes bouquets. C'était une chaîne du câble, mais je saurais vraiment pas vous dire. Mais en tout cas voilà, quand ça passait, je me souviens que passait un épisode, peut-être des fois 2 à la suite. Et puis voilà, moi j'en avais jamais assez. Je voulais toujours en revoir. Mais voilà, c'est quand on est ado, vous savez bien, il faut batailler pour avoir la télécommande. Voilà, on choisit pas ce qu'on regarde. Et puis je m'y suis remis en fait à l'occasion du confinement et en fait de la sortie aussi de Discovery. Ça m'a rappelé, c'était plutôt l'inverse. Star Trek s'est rappelé à mon bon souvenir et voilà, j'en suis très contente. Ça m'a accompagnée pendant toute cette période assez difficile. C'était l'occasion de s'évader un peu et je suis tombée dedans. Voilà. C'est vrai que Star Trek, c'est quand même ce genre d'univers qui peut nous réconforter dans des temps comme nous vivons actuellement. C'est vrai, d'ailleurs moi-même, c'est un peu ma franchise doudou qui me permet de m'endormir la nuit. Alors du coup, est-ce que tu as tout vu de la franchise ou tu as encore des zones à explorer ? Alors ouais, il me reste pas mal de films encore à explorer. Pour les séries, je pense avoir quasiment tout vu. Je me suis mis en dernière... je sais pas trop comment dire, en dernier lieu, je me suis mis à la série originale pour la culture. Et mais je dois avouer que il y en a qui ne seront pas contents, mais j'ai vraiment eu du mal à rester. Et je crois que je l'ai pas terminé. Ça s'entend quand même. C'est une série qui a 55 ans, donc je pense que c'est compréhensible quand même. Ouais, et puis voilà, il y a plein de codes qui ont évolué aujourd'hui. Et pourtant, je suis pas hermétique à des contenus qui sont un peu datés, etc. Mais là, c'était dur. Vraiment. Mais je pense que c'était important aussi quand même de... Au moins y plonger un petit peu, histoire de... Après avoir vu la nouvelle génération, DS9 qui est mon top chouchou, je l'ai dans mon cœur, vraiment. C'était justement ma question suivante. Et voilà, j'ai vu Voyager, j'ai Disco évidemment, Enterprise et... T'aimes beaucoup Enterprise, toi, j'ai l'impression, non ? C'est pas ma...
Alors j'ai pas le vocabulaire série, mais enfin c'est pas ma série préférée, enfin de tous les Star Trek, mais ouais, enfin du coup quand je l'ai vu, j'avais déjà vu toutes les autres. Moi j'ai passé un bon moment. Il y a plein de petits. Enfin, moi j'aime bien le fan service. T'as le droit, on ne juge pas. Je l'apprécie, voilà. Mais comme je me souviens qu'on en avait discuté une fois, voilà, si je devais conseiller à quelqu'un qui ne connaît rien à Star Trek, je conseillerais pas Enterprise, mais voilà, ça se regarde. J'aurais des choses à dire, mais bon, on n'est pas là pour parler d'Enterprise. Bah non, surtout que tous les autres ils la détestent, donc. Alors oui, moi j'aime pas trop, c'est vrai, mais bon. Pas. C'est loin d'être la meilleure série. Enfin, alors j'ai plus les noms des peuples en tête là. Mais il y a les Andoriens. Mais le truc des 3 espèces. Ah, les Xindi. Ah ouais, les Xindi, voilà. J'ai trouvé ça, enfin, c'était cliché, enfin, le truc des, voilà, l'espèce reptilienne, ils sont super méchants, celle qui est primatoïde, plus proche c'est plutôt les Antilles, humains, ouais. C'était ouais, c'est vrai que c'était un peu lourdeau, ouais, je suis d'accord. Romain Enfin... Nigitas il serait pas d'accord, mais je suis d'accord avec toi. Non, moi ça m'a énervé. En tout cas, tu l'aimes suffisamment pour nous chanter le générique à la fin de l'épisode, à la fin du podcast. C'est vrai, j'avais même oublié. Tu prendras ta guitare et puis tu nous chanteras le générique. Alors non, je l'ai enregistré déjà, c'est pas mal. Ah, là, tu pouvais laisser planer le doute, comme ça aurait été la magie du montage, tu vois. Ouais, mais non, mais... Désolée, Okay, j'ai spoilé, pardon. C'est pas grave. Et sinon, du coup, c'est quoi ton film préféré ? Alors, de mémoire là, de ce que j'ai vu, parce que je les ai pas tous vus. Alors lesquels tu n'as pas vus ? Waouh, il y en a plein. Alors lesquels tu as vus plutôt ? Alors ceux que j'ai vus là récemment, c'est ceux de J.J. Abrams. Alors faut pas me demander les titres parce que je suis très nulle. Bah t'as Star Trek, après t'as Into Darkness et après t'as Beyond. Ouais, du coup je crois que j'ai vu les 3. Mon préféré, franchement je saurais pas dire. En fait c'est pas les films qui me marquent le plus. Ah par contre je sais que quand j'étais gamine, j'ai vu celui où on voit la rencontre, enfin le départ, enfin Zefram Cochrane qui... Ah, voilà. First Contact alors. Voilà, celui-là, je sais que je l'ai vu quand j'étais ado. Avec les Borg. Et que franchement, ouais, j'ai encore des scènes en tête, alors que les films de J.J. Abrams, on passe un bon moment, c'est divertissant et tout, mais c'est pas ce qui... Voilà, moi je suis vraiment... Enfin, c'est les séries qui me... Et sinon, du coup, on parlait de Discovery tout à l'heure, qu'est-ce que t'en penses de cette série maintenant qu'on en est à la saison 4 ? Ah là là, franchement, en fait, c'est un peu... c'est un sentiment mitigé, parce que j'aime beaucoup Discovery. Je pense qu'ils ont essayé... Alors, évidemment, les questions de diversité, moi, elles vont forcément me toucher, me parler, et je leur suis reconnaissante d'avoir osé... d'y aller sur la représentation, que ce soit en termes ethniques, que ce soit en termes de représentation de minorité, j'aime pas trop employer ce terme-là, mais voilà, minorité de genre, minorité en termes d'orientation sexuelle, etc. Bon, voilà. Je sais que la série est très critiquée pour ça, mais bon, ce qui est bizarre d'ailleurs. Ils n'ont qu'à boire de l'eau et tout va bien se passer. Voilà. La série a bien assez de défauts pour qu'on la critique sur ses défauts narratifs plutôt que sur ça, quoi, ce qui n'a aucun sens. Voilà, mais après, est-ce qu'on est surpris voilà. Non, pas vraiment, non. Voilà. Vu les fandoms sur Internet en 2021, oui, c'est sûr. Et du coup, sur ça, voilà, forcément, voilà, il y a plein de choses qui vont me plaire là-dessus. C'est comme ça a déjà été souligné aussi dans ce podcast. C'est une série qui est très belle visuellement, même si des fois, je trouve que c'est même un peu trop beau, un peu trop bien fait. Il y a trop de bleu, trop de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, je pense que pour séduire un nouveau public, habitué à d'autres codes visuels, peut-être. Voilà, c'est vachement mieux, parce que sinon, le carton-pâte et les pyjamas, ça va 5 minutes, quoi. Non, moi ça marche à chaque fois. Mais meuf, mais parce que toi, tu regardais ça quand t'étais petite, mais quand t'as une nouvelle qui débarque sur Star Trek, je suis désolée, mais les pyjamas, quoi. Non, mais voilà, moi je les c'est pour ça que je veux mon pyjama. Non, moi j'adore. Moi ça marche à chaque fois. Moi j'aime bien le truc rétro. Désolée, je voyage à chaque chaque fois. Pardon, désolée. Désolée, je vous ai coupé, mais enfin bon. Il fallait recruter du nouveau public, et voilà, ils ont fait ce qu'ils pensaient
à fait. Alors du coup, qu'est-ce qui te dérange dans Discovery ? Je suis d'accord, mais du coup, après, on est d'accord que, c'est le traitement des personnages par moment. Tu te demandes s'ils les aiment, quoi. C'est. Ouais. Est-ce que tu fais référence au Capitaine Burnout ? Pardon, j'ai pas compris. Ah non. Je trouve que c'est un bon jeu de mots, le Capitaine Burnout. Est-ce que tu peux Non. Non, en plus je l'ai trouvé très bien dans cet épisode dont on va parler ce soir. Mais bon, donc je pense que voilà, on voit à peu près où t'en es sur la série. Et d'ailleurs, du coup, on va en parler dans la zone spoiler, mais avant ça, je voudrais attirer sur votre attention, vous qui avez regardé l'épisode sur Pluto TV, est-ce que vous avez remarqué une différence par rapport aux semaines précédentes ? Par rapport à une remarque qui a été faite très justement par Romain la dernière fois, ou par les deux Romains d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la série en tant que telle, ça a à voir avec Pluto TV. C'est-à-dire qu'en fait, on avait constaté qu'ils n'avaient pas de publicité vraiment. En fait, ils faisaient des pubs corporate pour d'autres chaînes qui appartenaient à Viacom. Et là, on a constaté ce soir, donc là c'est la 3e soirée Star Trek Discovery sur Pluto TV, on a constaté de la vraie publicité. Donc en fait, ils ont enfin réussi à faire rentrer de la caillasse, sans doute parce qu'effectivement, Star Trek Discovery attire du public sur Pluto TV qui en a toujours manqué cruellement, je pense, parce que c'est quand même une chaîne de streaming sur Internet dont peu de personnes avaient vraiment entendu parler, et à mon avis, donc peu de personnes l'utilisaient, mais que l'arrivée de Star Trek Discovery, d'ailleurs ils en ont fait même de la publicité, a ramené donc du public, et que suite à ça, ils ont pu démarcher et du coup obtenir de la vraie publicité pour des parfums, des bagnoles, des trucs super intéressants. Et donc voilà, donc c'est quand même un petit indicateur que voilà, Star Trek Discovery, ça intéresse, et d'autant plus que justement, je crois que c'était la semaine dernière, il y a eu une interview du directeur de la Paramount qui expliquait que depuis justement la stratégie d'avoir racheté les droits internationaux, d'avoir récupéré les droits internationaux de Star Trek Discovery saison 4, s'avérait peut-être finalement donc une bonne stratégie, puisque les pays où était lancé Paramount Plus en Amérique latine, justement n'avaient jamais eu autant d'abonnements qui avaient été enregistrés au moment du lancement de la saison 4. Donc voilà, on se demandait qui va pouvoir s'abonner à Paramount Plus quand ça arrivera en France. Alors en France peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas dans les autres pays du monde, ça a l'air de fonctionner, en tout cas d'après ce qu'on nous raconte. Et c'est le moment de rentrer dans la zone spoiler. Red alert! The killer is a Nivar citizen and a Coat Milat nun known as Javini. Her cohorts of mercenaries confirmed to be operating under her orders, thanks to the tracker we planted in the dilithium she stole. We now have her coordinates. You said these thefts began shortly after the gravitational anomaly was discovered. Might there be a connection? As of now, we have no indication of motive. Javini's crimes, however, are clear. She must be detained without delay. This would be an appropriate time for the Quawat Malat to join us. Thank you, President Tarina. Admiral, Nivar is a trusted ally of the Federation. Despite the fact that these crimes were committed on Starfleet vessels, we will not respond without Nivar's guidance. Thank you. Indeed, we are more than allies. It is my hope that we will soon be united under the flag of the Federation. The dangers posed by the anomaly make our cooperation all the more important. Warning. Donc on va commencer par l'épisode 3 de la saison 4 qui s'appelle Choose to Live, donc choisis de vivre, en référence donc au Quat Milat, merci, qui justement disent ça à chaque fois à leurs ennemis qui sont en face d'eux, en gros pour dire soit tu me combats, soit tu meurs parce que je vais te tuer, donc parce que je suis trop forte. Donc du coup choisis de vivre et finalement laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Et donc cet épisode a été écrit par Terry Hughes Burton et réalisé par Christopher G. Byrne. Et donc on va suivre Burnham et Tilly qui vont traquer le tueur d'un officier de Starfleet, alors que Stamets et l'équipe scientifique, eux, vont courir contre la montre pour empêcher l'anomalie, enfin en tout cas essayer de comprendre l'anomalie avec justement les scientifiques de Nivar, pendant que Gray va intégrer son corps synthétique. Alors là, évidemment, vous avez entendu dans mon petit résumé, en fait il y a 3 arcs narratifs dans un seul épisode, et on va en parler donc de chacun de ces arcs narratifs de manière séparément, on va pas faire scène par scène, parce que ça serait trop long. Et on va commencer par justement l'arc Burnham et Tilly qui vont traquer donc l'assassin d'un officier de Starfleet, parce que donc il y a des Quat Milat qui ont piqué du dilithium, on sait pas trop pourquoi, et en faisant ça elles ont buté donc un officier de Starfleet et ça va pas du tout, donc il faut aller le chercher.
cette fugitive. Et donc Michael Burnham va faire équipe avec sa mère, qui fait partie de cet ordre-là, pour capturer donc la fugitive et meurtrière. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet arc narratif ? On va commencer avec toi, Marina. Je sais pas trop quoi penser et je pense que... Est-ce que je peux parler de l'épisode suivant ? Parce que je trouve qu'il y a... Voilà, Non mais... Marina, non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, je trouve que cet épisode et cet arc entre mère-fille a sa conclusion à la fin de l'épisode suivant. Le problème, c'est que parler de cet arc narratif sans parler de ce qui va suivre et de ses conséquences, bon, je trouve ça dommage. Mais en tout cas, moi... Parle déjà de ce qui s'est passé. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le pourquoi du comment, de pourquoi justement donc ces Quat'Milat, elles se sont mis à piquer du dilithium, ce qui est quand même étrange. Et quel était le but derrière ça, quoi ? Est-ce qu'il y avait une vraie histoire de SF à raconter ? Oui, mais sauf que là, ils choisissent une histoire mère-fille très, très intéressante et Enfin, très intéressante, non. En fait, je me suis plus reconnue dans l'histoire de Tilly et de sa mère que dans l'histoire de Burnham et de sa mère. Et je m'explique. Depuis le début de Discovery, ils ont mis beaucoup d'efforts à nous parler de Michael et de ses parents vulcains. Ils nous mettent sa mère, on ne sait pas pourquoi. De ses parents adoptifs. Et en fait, là, ils mettent beaucoup d'efforts à nous parler de Burnham et de sa véritable mère. Moi, je trouve ça dommage. À un moment, il faut qu'ils fassent des choix. On peut pas... Le sujet des enfants adoptés, de leurs vrais parents, des parents adoptifs et tout, c'est un vrai sujet qui est très très lourd. Et je trouve qu'à un moment, il faut faire des choix. Ils sont partis sur l'idée que elle avait perdu ses parents, que elle avait des parents adoptifs, que c'était la sœur de Spock. Tout à coup, je trouve qu'ils ont rétropédalé à nous parler de sa vraie mère et de ses problèmes. Je trouve qu'ils se sont un peu perdus. Et je suis un peu déçue. Je dois être la seule personne à avoir aimé l'histoire de l'Ange Rouge et de sa chute. Oui, j'ai pas honte de dire que... Possible. Comment ? Toi aussi ? Possible. Non, pas du tout. Mais en fait, là, moi, ça me déçoit en fait qu'ils partent là-dessus. Ils auraient dû lâcher l'affaire avec sa mère... J'avais bien aimé l'épisode et franchement dans l'arc de l'Ange Rouge j'avais bien aimé, moi j'ai pas honte de le dire, mais là non, ça me va pas. Ils doivent suivre une voie et ne pas s'en détourner, et je préfère l'histoire de Tilly et de sa mère. Là je me suis totalement reconnue dans cette histoire d'amour et de haine entre la relation d'une mère et de sa fille, des problèmes, du manque de reconnaissance, du fait que la personne n'est plus là. D'accord, mais ça c'est dans l'épisode 4. Moi je suis pas trop d'accord avec ton point de vue, Marina, parce qu'en fait, je pense que on se place pas du point de vue d'une personne qui a été adoptée, et que je pense que... Alors c'est mal foutu, ça on est d'accord, c'est mal écrit, c'est dommage qu'il passe effectivement de la famille adoptive à la mère biologique, et qui est pas un peu des allers-retours, des questionnements, des choses un peu qui font que... Moi je trouve qu'ils ont complètement effectivement abandonné les parents adoptifs. Mais en même temps, le retour sur le devant de la mère biologique, c'est intéressant parce que ça fait aussi partie de l'histoire de Michael, de l'histoire des personnes adoptées. Je pense que c'est très important. N'étant pas moi-même adoptée, je ne peux que parler de ressenti, mais c'est mal écrit, on est d'accord. Mais néanmoins, je trouve que ce serait intéressant d'avoir effectivement un peu plus de mise en abîme de sa famille, de sa jeunesse, et par rapport à la perte de ses parents biologiques, et de retrouver sa mère biologique, et de tout ce que ça implique, ce que ça induit, ce que ça peut faire comme bouleversement, questionnement et autres, je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'il traite un peu par-dessus la jambe ce truc-là, en sachant qu'il traite quand même beaucoup de sujets par-dessus la jambe au final. Ah là, merci. C'est ce que je voulais te dire, justement. Et toi, Liv, t'en penses quoi ? Du coup, je rejoins pas mal l'avis de... C'est Marie-Paul, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, je suis très nulle en prénom, alors t'inquiète. Je suis contente, je n'ai pas écorché. Je suis assez d'accord avec toi. Enfin, moi, je trouve cette histoire-là, en soi, je la trouve intéressante, sachant que, du coup, dans le 32e siècle, là, sa mère biologique, c'est sa seule vraie attache familiale, on va dire. Donc, du coup, c'est compréhensible qu'il cherche à traiter cet aspect-là du personnage. Mais en fait, quand j'ai vu le personnage, sa mère, arriver, je me suis dit, oui, mais enfin, bon,
parmi toutes les Kowat Milat, il y a pas qu'elle. Enfin, pourquoi enfin, je crois que ça avait déjà été dit plusieurs fois ici, quoi. On dirait qu'il force un peu les choses. Voilà, il faut absolument mettre ce personnage là, maintenant, pour traiter cette histoire là, maintenant, alors que t'as raison, parce qu'effectivement... Un autre personnage lambda aurait très bien fait l'affaire dans l'histoire qu'il nous a racontée, t'as raison. Ouais, mais, mais en même temps, elle a une importance par rapport à l'autre, à sa consoeur qui est la meurtrière, qui est la fugitive, etc. Donc il y a, malgré tout, c'est monté avec les fesses, mais malgré tout, il y a un truc, quoi. Bah, en fait, moi, ce que j'espère, c'est que du coup, cette histoire qu'ils ont introduite maintenant et qui a été plus ou moins conclue, mais je pense que j'espère que du coup c'est une conclusion provisoire qu'on a eue dans l'épisode 4 et que voilà, la place de sa mère, cette relation-là, on va du coup l'explorer plus. Moi, je la trouve intéressante. Je me dis, moi, si j'étais à la place de Michael, comment je réagirais, voilà, si je retrouvais brutalement comme ça ma véritable mère, et puis avec qui elle a des vrais souvenirs, c'est-à-dire que quand elle a été adoptée, elle était déjà assez grande en fait. Donc, c'est une pré-ado, oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas la même chose que d'être adopté quand on est tout bébé ou qu'on n'a aucun souvenir, etc. Sachant qu'en plus les retrouvailles ne se sont pas du tout passées comme Michael l'imaginait. Je trouve que c'est un sujet intéressant par rapport aux questions de l'adoption. C'est pas complètement déconnant, mais voilà, maintenant on attend un peu plus de subtilité. Alors, ils ont tellement insisté sur le fait que c'était la demi-sœur de Spock, qu'elle avait des liens avec Sarek, avec des épisodes, que franchement, partir sur une autre voie comme ça. Et c'est un peu se renier pour moi. Je suis d'accord avec toi, Marina. C'est pour ça que finalement, moi, cet arc narratif m'intéresse peu, parce que tu as raison, je trouve qu'ils veulent avoir le beurre et l'argent du beurre en ayant traité quasiment deux trucs, pas antinomiques, mais qui vont quand même dans des directions un peu différentes, même si effectivement, elles pourraient se compléter, être complémentaires si c'était bien écrit. Or, bien sûr, ce n'est pas le cas, donc du coup, ça ne marche pas. Et du coup, justement, moi, c'est ce qui m'afflige particulièrement dans cet épisode que j'ai détesté, je vous le dis tout de suite, c'est qu'en fait, il y avait une histoire de SF à raconter avec cette Kowat Milat. Elle pique le dilithium, parce que, en fait, en tant que simple individu, elle ne peut pas prétendre à récupérer du dilithium de la Fédération, parce que bon, voilà, visiblement l'administration, dans le futur, c'est toujours pas ça. Et du coup, elle en avait besoin pour protéger une race extraterrestre endormie dans le coma, dans une espèce de vaisseau comme ça qui devait naviguer, arriver à un point de destination. C'est un vaisseau millénaire, et c'était super méga intéressant, une vraie putain d'histoire de SF qui est complètement balayée du revers de la main. En étant traité n'importe quand. Alors, par exemple, Michael Burnham, elle réussit, donc à un moment donné, il y a un problème technique, mais elle, pas de problème. En 30 secondes, elle a compris c'est quoi le problème, elle sait comment le régler sur une technologie extraterrestre dès qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, quoi. Donc, moi, ça m'a complètement foutu en l'air, parce que le chara-design des extraterrestres était excellent, les décors étaient top, l'histoire de base, somme toute classique, mais très efficace. Enfin, en tout cas, je veux dire, il y avait un vrai potentiel de raconter quelque chose. Et le fait d'avoir effectivement 3 arcs narratifs dans cet épisode, là, du coup, je veux dire, ils auraient dû prendre cet arc narratif, lui donner un épisode complet, mais que là-dessus, et le développer sincèrement. Alors, peut-être, oui, effectivement... Ça aurait été chiant. Moi, nous, on regarde Star Trek pour ce genre de truc. Leur truc, ça aurait pu être chiant. Ça aurait pu être chiant, mais oui, mais nous, on regarde Star Trek pour ce genre de truc, tu vois. Ouais. Et avoir ça en histoire A et l'histoire avec la mère, donc plus développée, en story B. Donc, du coup, on reste sur Michael Burnham et Tilly en personnage principal, et c'est marre. Parce qu'en fait, le problème de Star Trek Discovery, c'est que t'as l'impression qu'ils se sentent obligés, les scénaristes, de caser tous les personnages dans tous les épisodes. Sauf que, non, ça marche pas de faire ça. Ça t'oblige à rajouter des arcs narratifs qui sont des fois du bouche-trou et qui du coup prennent du temps d'antenne à des choses qui ont besoin d'être développées, notamment ça. En fait, les 3 arcs narratifs auraient mérité chacun d'être un épisode à part entière. Et le fait de tout condenser comme ça au forceps,
bah du coup ça satisfait rien. Parce que les autres arcs narratifs, pour moi, c'est pareil, ils sont complètement ratés. Hein. Et le pire du pire, pour moi, c'est le truc qui m'insupporte le plus, et on va y passer tout de suite, c'est le deuxième arc narratif, c'est justement la matérialisation de Grey dans un corps synthétique, qui me rend complètement fou pour plein de raisons différentes. Déjà, effectivement, ça va très vite. On n'a pas le temps d'encaisser ce qui est en train de se passer, mais surtout, putain, ça pose plein de questions métaphysiques de ouf qui ne traitent même pas, ils en parlent, il y a même pas une once de quelque chose. Parce que par exemple, je vous rappelle que il y a des trills avec un symbiote, donc un hôte, il a son individualité propre, le symbiote en a une autre, et qui cumule justement les personnalités des autres précédents, et quand ils fusionnent, ça donne une troisième personnalité, on est d'accord ? Ça n'est du coup Adira Tal et Grey Tal. Comment ça marche ? Je veux dire, putain, à un moment, sans déconner, la semaine dernière, j'ai posé la question qui avait compris ce qui s'était passé. Il y en a certains qui ont cru que le symbiote était transplanté dans le corps synthétique. Sauf que là, dans l'épisode 4, on a bien vu que c'était pas le cas. Donc du coup, c'est complètement... Parce qu'en plus, Grey, à la base, ils sont symbiotes, mais surtout, il est mort. Yel, d'ailleurs, c'est il ou Yel ? Je dirais Yel, moi, mais bon. Moi, je les genre tous les deux en Yel. Ouais, moi, c'est ça. Ouais, je pense aussi. Grey est mort. Oui, mais il est mort, mais c'est, en fait, si tu veux, dans les trills, ils ont toujours quelque part, d'ailleurs, c'est un rituel qu'ils réalisent régulièrement, alors j'ai oublié tous les combien de temps, ils revisitent leurs hôtes précédents. Et en fait, quelque part, les hôtes, ils vivent dans la mémoire du symbiote. Donc du coup, quelque part, bon, c'est pas plus con que Spock qui fout son catra dans la tête de McCoy et qui ressuscite après. Je veux dire, c'est pas plus con que ça. Donc moi, j'accepte très bien ce qui se passe. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que en fait, on a l'hôte, le souvenir de l'hôte, le fantôme de Grey, on va dire, un fantôme de Grey, qui subsiste en tant que tel. Ok, on est d'accord. Mais à aucun moment on nous précise est-ce que c'est son statut pré-symbiose avec le symbiote Tal ou post. Parce que si c'est post, ça pose un problème quand même. Ça veut dire que quelque part, Adira Tal et Grey Tal sont la même personne. Bah oui, moi c'est ce que j'ai compris depuis le début en fait. Mais oui, mais ça n'est jamais exploré. Personne ne se pose la question. Et c'est super intéressant parce que qu'est-ce qui fait d'un être un être ? Je veux dire, putain, ça pose plein de questions métaphysiques qui sont super intéressantes. Et en termes, au sujet de l'identité, et ça, il faut le poser sur la table. Parce qu'en gros, ça veut dire que Adira Tal égale Grey Tal, mais avec des souvenirs en plus parce qu'elle a l'hôte Adira. Je veux dire, voilà. Et quand il se matérialise, lui, il a plus le symbiote, mais est-ce qu'il a quand même les souvenirs de Tal ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça pose trop de questions et qui sont trop importantes dans la mythologie de Star Trek par rapport au thrill pour ne pas être vraiment exploité. Et c'est pour ça que ça aurait mérité presque un double épisode, tellement il y a de choses à raconter là-dessus, quoi. Juste, tu soulèves un point super important, parce que là, c'est traité à l'emporte-pièce, alors que tout à l'heure, Liv parlait des Deep Space Nine. C'est exactement le genre de sujet qui aurait été super bien traité sur Deep Space Nine. C'est avec délicatesse, Yel aurait eu tout son épisode là-dessus, uniquement sur ce sujet, et ça aurait pas été un troisième arc foutu là, par-dessus la jambe, sans respect, absolument. Sans même voir Wilson Cruz à poil, c'est nul. Non mais franchement, Deep Space Nine, traiter ce genre de sujet... J'ai vu l'épisode d'Equilibrium justement l'autre jour et je te confirme, ouais. Mais du coup, moi, je me demande si... bon, après, moi, je connais rien à l'univers production, etc. Quelles sont leurs contraintes, voilà. Mais je me demande si, au-delà des capacités ou des qualités d'auteur de l'équipe, le format des saisons avec 10, 12 épisodes, du coup, moi, ça me manque les saisons, je sais pas, les anciennes séries... 10 épisodes, c'est trop court. C'est... Non, mais c'est surtout qu'ils font pas les bons choix. Tu vois, je veux dire, ok, Book, on a compris qu'il était traumatisé, mais est-ce que c'est obligé de nous montrer 10 minutes de son deuil par épisode ? Je veux dire, à un moment donné, quand t'es scénariste, tu fais des choix, tu vois. Le fait que Book continue son deuil, ça peut nous être explicité en une tirade d'un personnage, on n'est même pas obligé de le voir. On le sait, tu vois, d'un épisode à l'autre, et du coup, la temporalité fera qu'on aura compris que le temps que c'est un processus qui est long et qu'il est en train de faire, mais on n'est pas obligé de le voir. Et le temps d'antenne là peut être utilisé à bon escient pour d'autres choses. C'est des choix, et c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, t'as l'impression que les scénaristes, contractuellement peut-être, c'est possible, ils se sentent obligés de mettre tous les personnages dans tous les épisodes.
Ce qui n'a, dans la nouvelle génération de Deep Space Nine ou dans Voyager, bah t'avais toujours 2-3 personnages qui étaient mis un peu de côté parce que on avait décidé de mettre un tel ou un tel en avant par rapport à l'histoire à raconter de la semaine. Sauf que là, du coup, on a l'impression qu'ils en sont incapables, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose que j'avais pas forcément observé, comparativement aux anciennes séries, mais oui, maintenant que c'est dit, ça me paraît assez évident. Après, il y a quand même des personnages qui sont quand même laissés de côté. C'est ce que j'allais dire. Personnages secondaires, des personnages secondaires, certes, mais ils sont quand même laissés de côté par rapport à d'autres, quoi. Bah c'est là on est plus dans une configuration TOS, c'est-à-dire que c'est Burnham qui est super importante et Saru à la rigueur, et peut-être Tilly, et puis les autres, c'est effacé comme vous dites par-dessus la jambe, quoi. Et d'ailleurs c'est justement ce que fait Stamets sur Nivar par rapport à l'intrigue principale de la super menace anomalie qui nous emmerde un petit peu. Bah ouais, ça aurait été quand même super intéressant d'explorer ce qui est devenu Nivar, comment ces scientifiques-là réfléchissent, comment justement mettre un peu de science-fiction là-dedans, pour nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une anomalie. D'ailleurs, sur Twitter, j'ai partagé un podcast de l'émission La méthode scientifique où il parle justement des ondes gravitationnelles, parce que tout n'est pas complètement inventé dans Discovery, même si des fois ils racontent n'importe quoi, mais bon, il y a quand même une base bien sûr un peu crédible, et donc voilà, ça aurait été super intéressant, quitte à nous parler de cette anomalie dont on n'a pas vraiment envie d'entendre parler, bah au moins qu'ils en parlent correctement et qu'ils développent vraiment leur sujet. Et ça aurait été intéressant de voir Stamets justement, avec Book, être confronté à d'autres façons de voir les choses. Est-ce que tu penses pas que après avoir vu là l'épisode d'aujourd'hui, que peut-être que au moins une partie de tous ces questionnements là qu'on a là, que ce sera un peu mieux développé ou par la suite, traité en tout cas par la suite? Bah oui, non, excusez-moi, mais l'anomalie, c'est quand même un truc qui est censé aller hyper vite, menacer des tas de planètes et de machins. Mais l'espace, c'est grand. Hein, oui, mais enfin, tout à coup, plus personne n'en parle, quoi. Ou alors, ils en parlent. Ils en parlent, non, ils évoquent rapido, je suis désolée, pour une menace. Non, Stamets, l'arc de Stamets, c'est justement, il parle que de ça. Oui, alors vous parlez, là oui, mais je parlais de l'épisode 4, en l'occurrence. L'épisode 4, oui, parce que, justement... 4, on va y arriver rapidement à cet épisode 4. Donc bref, on va conclure sur l'épisode 3 avant de passer au 4. Vas-y. Préciser un truc sur Book. Il y a effectivement toute la partie de son deuil qui est importante, mais ce qu'ils font aussi comme travail, c'est qu'ils sont en train de l'intégrer de plus en plus, et qu'ils se lient de plus en plus avec des personnages avec qui il avait aucune interaction. Donc ça permet aussi de faire parler des personnages, pas juste de leur fonction, mais aussi d'eux-mêmes, oui. Via Book. Donc c'est pas... T'as tout à fait raison, et c'est pour ça que je dis que, par exemple, les 3 arcs narratifs de cet épisode 3 auraient mérité chacun un épisode complet. Et je veux dire, un épisode complet avec que Book et que Stamets sur Nivar, moi ça me va très bien. Faites-le les gars, faites-le. On n'est pas obligé de voir tout le monde tout le temps. Donc du coup, on va passer directement... Oui, vas-y. Oui, après, du coup, pour finir sur l'épisode 3 et puis le personnage de Book, moi j'étais quand même assez intéressée... Alors bon, l'aspect psychologique, etc., qui agace pas mal de gens, moi il me plaît, voilà. C'est quelque chose qui me plaît d'une manière générale dans la fiction, et j'ai trouvé quand même intéressant de voir. Alors, peut-être que oui, ça aurait pu être moins long, ou voilà, mais bon, ça m'a pas choqué plus que ça. De voir aussi cette évolution, en fait, la question du deuil. En plus, on voit que là, la question de la mort, elle est quand même abordée par différents angles, via Tilly, via Book, voilà. Et voir comment... Parce que, mine de rien, c'est ce que j'avais noté là. Book, il se retrouve quand même à être... a priori, le dernier représentant de son espèce, en fait. Et a priori, il y en a d'autres. Ça a été suggéré parce qu'il parle de rapatrier ou de recenser les gens de son espèce qui étaient sur d'autres planètes au moment de la catastrophe. Mais on n'en sait rien. J'avais pas noté ça, mais justement, je m'étais dit que peut-être que ce serait justement une future quête pour lui aussi, pour aller dans sa guérison, etc. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant et qu'on voit aussi les étapes par lesquelles on peut passer, parce qu'à la fin du 3, justement, on a l'impression que
bon, il a trouvé une certaine forme de paix, et puis on se rend compte après. Ah, ça c'était très bien ça par contre. C'est pas forcément le cas, que c'est pas si simple en tout cas. Et j'ai trouvé aussi, par rapport à la relation, c'est un autre aspect du coup, la relation entre Michael et Book. Je trouve que par rapport à la manière dont sont souvent traitées les relations amoureuses, voilà, où c'est souvent sous l'angle, voilà, c'est coup de foudre, passion, voilà, où c'est un peu chiant, quoi. Là, pour le coup, Book et Michael, ils ont une relation qui est plutôt amicale. Elle est bien installée, puisqu'on a eu une ellipse où, en fait, ils ont vécu... justement, les premiers temps de la passion d'une relation, ils l'ont déjà vécu, mais dans une ellipse qu'on n'a pas vue. C'est ça. Et là, on a la phase comment dire, je retrouve pas le mot, mais c'est la complicité. Ils se connaissent bien, ouais. Ouais, et moi j'aime bien ça. Ils ont un côté vieux pote, mais en même temps, c'est un vieux pote, mais il y a un petit plus. Et je trouve ça assez reposant, en fait. Non, t'as raison. Ouais, voilà. Et voilà, voir après comment ça évolue. Mais voilà, c'était la petite parenthèse là-dessus. En tout cas, voilà, le deuil de Book, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à montrer quand même, malgré tout. Donc justement, ce deuil de Book va continuer dans l'épisode 4, dont on va parler tout de suite. Lieutenant Tilly, Ensign Tao, welcome back to Starfleet Academy. Thank you, sir. It's an absolute honor. I honestly never thought I'd be asked to do anything like this. I was the kid in class who was asked to stop talking. Front row, hand up, that's me. Ensign Tall, you'll be on Shuttlecraft 11. The other cadets are waiting there. Why don't you introduce yourself? Yes, sir. Sounds good. Cadet Cho. Thank you for letting me bring Adira along. Dr. Colbert thought it could be beneficial. They could use a little work in the team building department. It's a problem we're seeing with all of our Starfleet cadets. That's why I'm consulting. They may be the best their worlds have to offer, but they grew up isolated and disconnected. Many of them find it hard to function as a team with individuals they don't already know, especially those of species they've never encountered. But with the DMA, Starfleet needs personnel now more than ever. But if people can't even work together... Precisely. One might say that today's exercise is about the very future of Starfleet. Le titre, c'est All is Possible. Donc l'épisode a été réalisé par John Ottman et écrit par Alan McElroy et Eric G. Robbins. Alors là, dans cet épisode, on va voir Tilly et Adira qui vont diriger une équipe de cadets de la Starfleet Academy dans une mission d'entraînement qui va prendre une tournure bien sûr dangereuse, comme d'habitude. Et pendant ce temps-là, Michael Burnham est entraîné dans des négociations tendues sur Ni'Var. Et bien sûr, donc on a aussi Book qui continue son processus de guérison, de deuil avec Culbert qui fait ici office de conseiller. Qui sont des scènes qui sont d'ailleurs très sympathiques. Comment vous avez trouvé cet épisode ? Parce que moi, je l'ai adoré celui-ci. Ouais, c'est plutôt sympa. J'ai adoré l'histoire de Tilly et Adira. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien et comme j'ai dit tout à l'heure, je me reconnais tout à fait dans le genre de personne qu'est Tilly, le côté toujours positif, toujours gai, essayant d'arrondir les angles et que tout le monde travaille de manière collaborative. Et j'ai vraiment adoré son histoire et le développement. J'ai beaucoup aimé les scènes entre Culber, c'est un de mes personnages préférés, et Book. J'ai trouvé qu'ils avaient 2-3 scènes qui étaient très bien, même si on a trop simplifié le principe du mandala. C'est pas aussi simple et le musée Guimet avait fait une exposition là-dessus il y a une dizaine d'années. C'est extrêmement complexe. Donc réduire ça au fait qu'à la fin on l'efface, c'est un peu plus complexe que ça, mais Culber est vraiment un personnage fascinant, qui a à chaque fois très peu de scènes. Est-ce que vous avez noté qu'il était habillé en noir cette fois ? Non, et alors ? Oui, tout à fait. On dirait qu'il a un habit un peu civil, son uniforme est blanc, et là il était en noir, moi ça m'a marqué direct. C'était pas son uniforme, il avait Non, mais il était en noir. D'habitude il est très lumineux, et là il était noir, il était vachement plus effacé. C'est peut-être une façon de symboliser son rôle de, entre guillemets, conseiller, thérapeute. Je pense, ouais. Où là, du coup, il sort de la cape, enfin c'est pas le mot que je cherche, le costume, voilà, du médecin ou physicienne, du thérapeute, et là où il est dans le
dans le rôle vraiment de conseiller, quoi. Mais en tout cas, je trouve qu'à chaque fois, il a très peu de scènes, mais c'est un personnage incroyable qui s'est beaucoup développé. Book, honnêtement, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et par contre, alors les négociations on avait l'impression d'être au siège de l'ONU ou de Bruxelles. De Bruxelles, oui. Oui, voilà, Bruxelles. Honnêtement, là par contre, j'ai moins adhéré. Nivarexit. Ouais. Oui. Non, alors c'est ça. Alors j'ai pensé au Brexit. Alors je me suis dit mince. Je me dis ça y est, Nivar c'est les Anglais, ça y est, ils nous cassent les couilles, ça y est, super. Et j'ai trouvé que ça se voulait House of Cards oui, c'était nul. Mais ça j'ai pas aimé en fait, le côté négociation, les politiciens. Okay. Ah non, moi, je trouvais ça hyper facile. Encore Michael qui dévoile encore une nouvelle corde à son arc, moi ça m'a un peu saoulé. Bah vous êtes dur, moi je suis team Liv. Vas-y Liv. Bah pour le coup, je trouve que là c'était pas alors oui, par rapport à tout ce qu'on a eu avant où elle est toujours au centre, she saves the day, Captain Burnout. Bon, on pourrait se dire ils nous refont le coup. Mais là pour le coup, j'ai trouvé que c'était d'ailleurs j'ai marqué, j'ai trouvé que ça se tenait et que oui, en fait comme souvent on pourrait se dire la présidente, elle aurait pu choisir quelqu'un d'autre, nanana et tout. Mais bon, c'est quand même le personnage principal. Ils vont pas juste... Oui, à un moment donné, il faut l'accepter, c'est clair. Rester assise dans son fauteuil et dire en avant. On ne conteste pas qu'elle ait été choisie. Du coup, pour le coup, ça va lui donner une autre dimension aussi, où elle va peut-être aussi devoir apprendre à mettre de l'eau dans son vin, à moins agir... alors, je pense qu'elle agira toujours selon son instinct, mais à prendre l'intérêt général avant ses élans, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, son impulsivité. Exactement, voilà. Ouais. Et aussi apprendre, puisque quand tu es dans un rôle comme ça, diplomatique, en fait, il y a des choses, parfois, ça marche pas. Et j'espère en tout cas que, du coup, ils vont la confronter à parce que là, elle a réussi à jouer son rôle d'intermédiaire, en fait, comme la présidente, en fait, l'avait planifié. Voilà. D'ailleurs, moi, j'aime bien... je pense qu'il y a un truc qui est en train de se nouer entre elles deux. Une relation... je sais pas encore trop ce que ça va donner, mais j'ai trouvé ça intéressant à voir. Une sorte de cordialité... en même temps amicale un peu, ouais, mais un peu à couteau tiré quand même sous la table. Ouais, voilà. Mais moi je suis tout à fait de ton avis, hein. J'ai trouvé que pour une fois, parce qu'en fait le problème t'avais dit justement dans un tweet que j'avais trouvé très intéressant, c'est que tu te demandais quand est-ce que on allait toujours demander à Michael Burnham de prouver sa légitimité. Alors, et à ça je t'avais répondu, autant tant que les scénaristes seront mauvais. Et pour deux raisons. Parce qu'en fait, le problème de Michael Burnham, la façon dont elle est écrite dans les histoires, c'est que même quand elle a tort, elle a raison. Parce que les scénaristes sont tellement mauvais, dans certains moments, c'est que, je veux dire, c'est tiré par les cheveux, ça marche pas. Je veux dire, Michael, elle est dans des situations inextricables où ce qu'elle fait ne peut pas fonctionner, mais le scénariste a décidé que c'était le cas quand même, donc du coup ça fait deux sex machina, personne n'adhère. Je veux dire, la majorité des fans justement ils sont quand même, je veux dire, à un moment donné ils hurlent face à des trucs comme ça, et souvent à juste titre, parce que voilà, c'est mal goupillé. Et du coup, c'est par rapport aux spectateurs, effectivement Michael a toujours quelque chose à prouver en plus, mais c'est pas vraiment le personnage, c'est les scénaristes quelque part. Mais vous voyez, ça se répercute. C'est un effet de bord, quoi, quelque part. C'est pas voulu, évidemment. Et sauf que là, et pour une fois, elle a eu sa légitimité parce que le personnage de Michael Burnham, ici, dit des trucs plutôt logiques et sensés. Et justement, moi, je m'étais dit, mais oui, effectivement, elle pose déjà la question, pourquoi on nous choisit, nous, pour ce rôle diplomatique, alors qu'on n'a rien à y faire? Et moi, je m'étais dit... oui, mais en fait, t'es originaire de Vulcain, quelque part, t'as un pont là-dessus, tu peux servir d'intermédiaire. Donc, du coup, les raisons qui sont explicitées à la fin de l'épisode, moi, je les avais comprises déjà comme ça me semblait logique, mais effectivement, il y avait un doute, et même Michael Burnham sans doute, et effectivement, j'ai trouvé ça très malin d'essayer de placer quelqu'un au centre, pour dire qu'en fait, les deux présidentes, elles avaient envie de faire l'accord de mettre Nivar dans la fédération, bien évidemment, mais le problème, c'est que chacune de leur côté, elles avaient des factions politiques casse-couilles qui
voilà, elle les obligeait à aller à l'encontre de ce qu'elles voulaient faire. Et elles étaient obligées de le faire parce que sinon elles perdaient ce soutien-là et leur légitimité à elles politique. Donc voilà, c'est un truc politique à la con bien connu, hein. Mais du coup, effectivement, ça a fonctionné plutôt bien, c'est simple, c'est peut-être simpliste, mais en tout cas, c'est cohérent. Et pour une fois, c'est cohérent. Et du coup, pour une fois, Michael Burnham est au centre du truc, mais ça fait pas forcer, c'est plutôt naturel. Ouais, c'est vrai, mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu, qu'on l'a pas vu du tout exploiter toute son éducation vulcaine de logique, etc. Et que ça fait tellement longtemps qu'on est dans l'action, dans le machin, elle sait tout faire, elle sait tout résoudre, elle fonce, etc. C'est vrai. On avait oublié cette partie-là. Enfin, je me demandais qu'est-ce qu'ils en avaient fichu, quoi. Et c'est en rapport avec ce que disait Marina tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, le passé parent adoptif vulcain, etc., qui a été laissé de côté au profit d'autre chose, oui, ça rentre. Mais ça, c'est le problème des scénaristes. Le problème, c'est que nous, là, on va juger l'épisode intrinsèquement. Intrinsèquement, dans ce récit-là, dans cette histoire-là, si tu fais fi du reste, parce que si tu pars comme ça, il y a plein d'autres choses, je pense, qui sont rajoutées sur la liste. Si tu fais fi du reste, ça fonctionne dans cet épisode-là. Mais c'est vrai, mais oui, t'as raison. Voilà. La construction du personnage a tellement changé, tellement varié d'une saison à l'autre. Mais là, du coup, etc. on se dit, on peut essayer d'avoir. Alors, c'est vrai, je suis peut-être trop optimiste, mais on peut dire, alors enfin, ça va dans le bon sens. Donc, on va pas s'en plaindre. Après, elle est peut-être aussi plus apaisée, c'est moins le bordel, malgré la nouvelle anomalie qui menace les galaxies. Peut-être qu'effectivement, comme elle est plus posée, qu'elle a Book qui malgré son deuil, etc., est là, son équipage ça va, elle est enfin capitaine, ses ambitions ont été assouvies. Ça a l'air plutôt de pas trop mal se passer avec la Fédé, la présidente, effectivement. C'est peut-être pour ça qu'enfin elle peut prendre du recul et faire effectivement fonctionner son côté logique, quoi. Moi, ce qui m'a dérangée, c'est que plusieurs fois, je devais me dire, mais oui, elle a été élevée en vulcaine, avec un esprit logique, analytique, sans émotion, mais je devais tout le temps me le rappeler. C'était pas les scénaristes, c'était pas l'histoire qui me le rappelait. C'était moi qui sans cesse me disais elle devrait agir comme ça, elle devrait réagir comme ça. Il y avait encore c'est pas l'actrice, c'est juste les scénaristes qui ne savent pas quoi en faire, alors que c'est un super personnage, c'est un super concept. Il passe à côté de quelque chose. Bah comme plein de trucs, comme on disait avant, il passe toujours à côté des trucs qui sont du pain béni pourtant. Et pour le coup, l'anomalie par exemple, c'est un super sujet de SF qui était très bien traité dans Next G. Et là, à chaque fois, malheureusement, ça souffre de la comparaison. L'épisode précédent se disait, ça souffre de la comparaison avec Deep Space Nine et un épisode avec Adira et avec qui aurait été bien meilleur sur cet arc narratif. Cette fois-ci, avec l'anomalie, et même à mon avis l'anomalie en général, ça va souffrir de la comparaison avec Next G. Moi, ils avaient de tellement bons scénaristes que c'est dommage. C'est dommage. Ils ont 10 épisodes. Ils en ont pas 30 comme la première saison de Star Trek, la série originale. Et ben, je suis désolée, il y a plus de chefs-d'œuvre dans ces 30 épisodes, malgré ce que vous dites sur les épisodes en carton-pâte. Tu pointes un truc important, ils en ont 30 versus 10 et développer 13. Oui, excuse-moi, 13 versus 30, il y a quand même en 30 épisodes, tu as le temps quand même de développer des arcs par épisode, etc. Oui, mais justement, dans TOS, ils développent pas d'arcs. Non, mais je sais bien, d'avoir plus de temps par épisode, quoi. Et moi, j'ai pas vu ni encore, pour l'instant, j'attends de finir Discovery 4 pour vraiment me remettre aux autres séries. Donc moi, je ne souffre pas des comparaisons, je souffre juste de l'écriture, en fait. Oui, c'est que peu importe, effectivement, le problème, il est quand même là. Parce que moi, j'ai trouvé que sur la Lune, le team building, je suis désolée, ça sonnait faux pour moi. Ça marchait pas. Ouais, je suis pas d'accord. Je trouvais que ça marchait pas, les rebondissements, ça manquait de fluidité, il manquait un truc. Après, ça s'est amélioré effectivement, mais c'était. C'est une histoire de montage.
Non, c'était le jeu, l'écriture, je sais pas, il manquait un truc. En tout cas, moi c'est clairement cette partie-là aussi qui faisait très Star Trek. Parce que c'est vrai, c'est un coup classique, le runabout qui se crase sur une planète, il faut survivre. Bon, c'est du connu. C'est Galileo 7. Ça super, mais je sais pas, c'est au niveau des personnages, je trouve que ça matchait pas, ça marchait pas. Non. Alors peut-être que tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme Tilly, mais je t'assure que moi, plusieurs fois, quand elle essayait, elle essayait plein de choses pour se positionner comme un chef. Moi, je l'ai trouvé très crédible aussi, oui. Et honnêtement, ça existe des gens comme ça. Et j'ai beaucoup de temps. En fait, plus je la regardais essayer de créer du lien entre l'équipage, plus je me suis dit, mais ah oui, je connais des gens comme ça. Et en fait, moi, je la trouve très attachante. Et à la fin, quand elle... j'ai trouvé son histoire très bien dans cet épisode, mais c'est peut-être parce que t'as jamais rencontré Tilly. Non, c'est pas Tilly. C'est les autres. Non, Tilly était super. La manière dont ils l'ont fait. Les autres acteurs étaient pas au niveau, oui, ça c'est vrai. Non, la manière dont elle a été construite et comment elle évolue au fur et à mesure de l'intrigue, de l'action, de la menace, par rapport à tout ce qu'elle se cherche et de sa construction et de l'aboutissement, effectivement, du final de l'épisode, ça c'était super. Non, c'est le reste, ça fonctionnait pas. Je trouve que les autres personnages avec elle dans le même Dira, je suis désolée, c'était pas ouf. C'était pas. Non, moi j'étais convaincu et d'ailleurs justement je me suis surpris à apprécier Tilly dans cette saison 4 parce que ceux qui écoutent le podcast depuis le début s'en souviennent peut-être, j'ai jamais vraiment aimé ce personnage et là dans cette saison 4 je l'ai plutôt bien apprécié. Alors j'ai constaté qu'en fait la VF peut-être m'aidait. Ah oui, alors non, ça par contre c'est clair. Je suis tombée sur des extraits de l'épisode 2, je crois, en anglais du coup. La scène entre Saru, c'était dans l'épisode 3, Saru et Tilly, il y a la petite blague là par rapport à la plante qu'elle n'est pas censée toucher. Ça sonnait vachement bizarre en français. Et en VO, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus... elle a l'air beaucoup moins excentrique, même si... Elle n'est pas du tout excentrique en anglais. Justement, c'est ce que je dis. Moi, c'est le contraire. En anglais, tu vois, moi, je l'ai trouvé mieux en VF. Je l'ai trouvé mieux en VF. C'est pour ça, c'est bizarre. C'est ça que je voulais dire. Pardon. Ce que je disais, c'est qu'en fait, moi, c'est le contraire. C'est que je trouve que la VF m'aidait à mieux... Alors, je sais pas si c'est la VF ou si c'est simplement les épisodes qui sont un peu mieux écrits par rapport à certains personnages. Mais Michael Burnham et Tilly qui m'énervent souvent, en VF, parce que moi, je suis obligée de la regarder en VF sur Pluto TV, je les trouve beaucoup moins énervants, en fait. Ah ouais, c'est marrant, ça, le niveau du ressenti. Je sais pas, du coup forcément vu que c'est le jeu originel des acteurs, du coup je trouve qu'on a mieux accès aux nuances que les actrices essaient de mettre dans le personnage, dans la façon de poser la voix, etc. Voilà. Et en fait du coup pour enchaîner sur ce que j'ai pensé moi de cette scène où Tilly... Alors c'est marrant parce que du coup à la fin de l'épisode 3 j'avais noté, je dis mais en fait Tilly qui cherche à s'explorer, à aller hors de sa zone de confort, tout. Autant j'avais trouvé ça super artificiel, le fait qu'on l'envoie en tant que officier tactique. J'ai dit attends, mais Saru, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu nous racontes là? Alors moi j'adore Tilly, je me reconnais dans plein de ses traits, genre la meuf qui parle trop, la meuf qui fait tomber des trucs. Mais alors le coup de faire tomber l'épée là. Ah ouais, non. Non, faut arrêter là, c'était trop... Encore, je sais pas, elle aurait fait un faux geste où elle aurait manqué d'érafler Michael, ou je sais pas, un truc un peu plus discret. Ça aurait été une gaguesque, mais beaucoup moins que... carrément, elle fait tomber le truc, quoi. Les mecs, pourquoi ? Fait des picasques. Bon, bref. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il lui propose pas, vu que Starfleet Academy réouvre, pourquoi est-ce qu'on lui propose pas, soit, j'en sais rien, une formation continue, un truc où elle pourrait aller apprendre de nouvelles choses, explorer un autre aspect de ses compétences, ou l'envoyer sur une autre mission, je sais pas. Et là, j'ai trouvé que du coup, ce qu'on a eu là dans l'épisode 4, où on l'envoie en tant qu'instructrice, et j'ai trouvé ça super malin, et je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça en fait, et j'étais super contente pour elle, et je me suis dit, là, pour le coup,
Bon, après, voilà, la pauvre, elle est tombée sur une planète, genre, c'est l'enfer, le truc, enfin, la Lune, là, c'est... Je me suis dit, attends, donc, il y a des monstres, il y a aucune machine ils peuvent utiliser aucune machine, on tombe de Caraïbes dans Scylla, ça s'arrête pas. À un moment, je me suis dit, mais c'est peut-être un peu too much, et après tout, pourquoi pas? Voilà, c'est l'espace, il y a des trucs bizarres, voilà, il y a des créatures cheloues, puis après tout, ils ne sont que deux pauvres bipèdes qui font pas plus d'1m80 maxi, donc bon, ben pourquoi pas. Et moi, j'ai bien apprécié en fait cet arc-là, enfin si on peut appeler ça un arc, parce que en plus ça donne l'occasion, un truc qui me manquait à la fin de la saison 3 où je m'étais dit voilà, la chaîne d'émeraude elle est détruite, on avait un peu l'impression que ça y est, les méchants ils sont plus là, la fédération reprend sa place, tout va bien, et voilà, moi il me manquait quelque chose quoi, je me disais mais enfin qui sont ces peuples du 32e siècle? Comment ils interagissent entre eux? Comment la chaîne d'émeraude, elle devient quoi? Les Orions, dans tout ça, du coup, ça va être quoi leur place? Et on a eu, du coup, des prémices de ça avec la scène de discussion à un moment où voilà, leur vie est en jeu, mais où chacun, tout en se présentant, en fait, ils nous donnent un aperçu en fait de leur monde, de leur culture. Enfin, voilà, c'est un aperçu. C'est voilà. Mais c'est déjà bien. Ça, voilà, moi je trouve ça sympa et pareil, j'espère que ça annonce de futurs développements plus. Voilà, là on revient dans Star Trek quoi, les trucs qu'on aime dans Star Trek, découvrir d'autres peuples, voilà le côté politique aussi, enfin. C'est vrai que du coup c'est un épisode qui faisait vraiment Star Trek pour moi et j'ai remarqué un truc qui est un peu amusant, c'est que dans la saison 2, l'épisode qui faisait le plus Star Trek, c'était l'épisode 2. Je sais pas si vous vous souvenez où t'avais Pike qui partait avec un détachement sur une planète d'anciens humains qui avaient été mis là. Et dans la saison 3, c'était l'épisode 3 où justement ils retournaient sur Terre et puis qu'il y avait justement des humains qui se faisaient passer pour des extraterrestres pour attaquer la Terre, enfin des trucs comme ça. Et puis dans la saison 4, c'est l'épisode 4, donc peut-être dans la saison 5, ça sera l'épisode 5 qui fera le plus Star Trek, on sait pas, on verra. On verra. En tout cas, ouais, j'étais assez... moi, j'ai vraiment aimé cet épisode. Mais alors, du coup, est-ce qu'on va revoir Tilly après ? Parce que là, c'est une vraie question. Moi, j'avais presque envie de pleurer. J'étais là, oh, mais quoi ? Elle part ! En même temps, Saru, on avait l'impression qu'il allait partir aussi à la fin de la saison 3. Et puis bon, vous voyez, donc à mon avis, on la reverra, bien sûr. Il y a intérêt. Parce que oui, comme disait Romain Brami, justement, parce qu'on en avait discuté un peu de cet épisode avant de lancer l'enregistrement du podcast, c'est qu'il disait que avec cette histoire de Starfleet Academy, c'était bien la preuve qu'on pouvait développer une saison 4 sans avoir besoin d'une grosse menace cosmique pour développer des bonnes histoires. Parce qu'en fait, finalement, nous, ce qu'on attend, c'est des histoires comme ça, en fait. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure ? Parce que là, on va conclure. Moi, j'ai beaucoup aimé, je réitère ce que j'ai dit, j'ai beaucoup aimé ce que Tilly dit sur sa mère. Sur le fait que, ouais, moi j'ai été extrêmement touchée, parce qu'en fait, on peut se battre avec sa mère, on peut être en conflit avec sa mère, il peut se passer beaucoup de choses, c'est vraiment pas des relations faciles. Et en fait, ce qu'elle dit que sa mère n'est plus là, qu'elle peut plus la voir, moi ça m'a touchée, parce que ma mère, elle est plus là depuis 7 ans. Et en fait, il y a beaucoup de choses, voilà. Et moi, j'ai pas une relation facile avec ma mère. Et tout ce qu'elle a dit, tout son comportement dans cet épisode, que ce soit dans ses positions de, je vais dire manager entre guillemets, et sa relation avec sa mère, mais je me suis reconnue 1000 fois. Et j'ai été touchée par l'humanité du personnage en fait. Je me suis dit, et pourtant Tilly, c'était vraiment pas mon personnage préféré dans les 2 premières saisons. Mais là, la manière dont elle était écrite, on peut dire beaucoup de choses sur les scénaristes, mais là, j'ai été touchée par ce qu'ils ont fait. Voilà. Ouais, Tilly, ça reste un des personnages les plus intéressants depuis le début de la série et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à lui apporter de
une espèce de mi-conclusion, parce qu'on va espérer qu'elle revienne ou qu'on la revoie et que ce soit pas vraiment une conclusion terminée et qu'elle soit plus là, mais qui est vraiment hyper intéressante. Ou alors elle se foire complètement et ça la saoule l'enseignement. Et Non, ou alors autre idée, spin-off. Non. Bah, ça serait intéressant. Mais, non, je rigole. J'y crois pas, mais on n'y ce serait croit pas possible. des masses, quoi. Non, écoute, c'est cool, quoi. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va faire des parallèles entre l'académie avec Tilly ou est-ce qu'on va vraiment continuer à se concentrer sur Michael et ce qui se passe dans le vaisseau? Quelque part, Adira et Tilly devenaient un petit peu redondantes dans leur place au sein du groupe. Alors peut-être que c'est aussi une façon de lui donner donc une autre stature et que quand elle reviendra, elle sera un peu changée et du coup un peu plus complémentaire par rapport au reste du groupe. Et toi, Liv ? En conclusion, comme j'ai dit, enfin, c'est un épisode que j'ai vraiment aimé. Ça laisse... j'ai apprécié le retour de la diplomatie du côté... Voilà, sur Terre, on a le concert des nations. Là, c'est le concert des planètes. Et j'ai vraiment... C'est quelque chose qui me manquait, là, depuis le début de Disco. Et là, je suis vraiment très contente que... Là, depuis les 2 derniers épisodes, là, ça semble assez clair. Enfin, en vrai, depuis le premier, en fait. Ça semble assez clair que voilà, les discussions politiques, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de place. Il y a moins d'action. La caméra est posée, on a des beaux décors, c'est bien, c'est sympa. Il y a beaucoup plus de place laissée des personnages qui développent leurs idées, leurs raisonnements, etc. Et moi, je trouve ça très intéressant. Donc, voilà, je partais pas super confiante quand la saison 4 a débuté. Et là, je suis plutôt rassurée, on va dire, emballée. Donc, à voir. Voilà, enfin, j'attends de voir, mais voilà, j'en ressors assez satisfaite On va s'arrêter sur ces belles paroles. C'est parfait. Donc, justement, avant de nous quitter, on va faire un petit tour d'actu. Liv, est-ce que tu as une actualité que tu aimerais nous soumettre ? Oh non, enfin, moi, alors, j'ai un projet qui... J'avais commencé à travailler dessus en début d'année. Ça, malheureusement, la santé et plein de choses ont fait que pour l'instant, c'est en stand-by, mais j'aimerais créer un podcast qui parle du handicap. Ah. Voilà. Mais voilà, ça me demande beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Et je ne sais pas du tout quand ça sortira. Mais je pense que... je vais baisser un peu mon niveau d'exigence et je vais peut-être me lancer, même si au niveau de la forme, ce sera pas aussi bien que ce que je voulais faire. Mais voilà, j'aimerais bien créer un espace où on parle du handicap, mais plus sous un angle politique et pas trop sous l'angle témoignage ou... Ouais, je vois, ouais. Voilà, écoute, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas, hein, on est là. Eh bien, c'est avec plaisir. Et voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas quand ça sortira, mais c'est mon chantier de 2022, ça c'est clair. On guettera ça avec impatience. D'ailleurs, justement, j'en profite pour dire que je fais moi-même un podcast sur le handicap, mais par rapport à Cap Emploi, et donc c'est plus tout ce qui est administratif, et les dossiers à remplir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut obtenir ou pas. Et ça s'appelle Allo Cap Emploi, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un œil. Il y a justement Romain Nigita qui fait un petit épisode un peu spécial avec moi il y a pas longtemps, c'était les séries, la représentation du handicap dans les séries télé. Oui, c'était très intéressant d'ailleurs, et je t'ai pas répondu, et il faudra qu'on en reparle. D'accord, avec plaisir, je suis tout oui pour tes retours. Et toi, Marie-Paul, quoi de neuf ? Eh bien, écoute, je peux enfin en parler puisque ça va être publié le 21 décembre. Je fais une série pour Matin, Quel Journal, la série Instagram. Et donc, le premier épisode de la série va sortir le 21 décembre. Et je suis trop contente. Bravo. Merci. Et du coup, tu fais quoi ? Je fais la partie... je suis co-scénariste avec ma co-autrice et je suis aussi la... Comme c'est on va parler de fesses,
Très bien, ça m'intéresse. Je suis la partie, la madame qui vérifie les infos et qu'on raconte pas de bêtises, ce genre de choses, quoi. Ah, on veut l'URL, hein, tu nous l'enverras. Oui, c'est clair, Matin Quel Journal sur Instagram. Vous pouvez déjà vous abonner parce qu'il y a plein de super séries. C'est des séries de bande dessinée. Ah, voilà, oui, ok. Parce que moi, je connais pas Matin, c'est quoi? Matin, c'est le conte de Dargaud. Ah, d'accord. L'éditeur de bande dessinée parce que Matin Quel Journal, c'est tiré de. C'était pas Pilote? C'est Pilote, tout à fait. Voilà, j'avais le d'accord. mot sur la langue. Et donc ça fait plusieurs. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, presque 2, qu'ils ont. Que tu bossais dessus. Puisque c'est une éditrice qui a lancé le projet, où elle fait des séries de strips. Séries 5-10 épisodes sur plein de sujets différents et notamment pas mal environnement, mais pas que, des sujets sociétaux aussi, des sujets souvent drôles. Et donc nous on fait une série sur sur le cul, mais dans un prisme quand même, un prisme rigolo quand même. Ah super, voilà, franchement là tu m'as chauffé. Et donc avec ma co-autrice qui est Gali. On lui fait un petit coucou si elle nous écoute, on sait jamais. Et toi Marina? Eh ben écoute, figure-toi que pendant la semaine du handicap, le comité inclusion et diversité de ma boîte, dont je fais partie, a organisé un escape game sur le handicap dans les séries télévisées pour sensibiliser les salariés au handicap. Et j'ai animé 2 escape games, voilà, où on devait trouver quel héros avait tel handicap et voilà. Et en fait, dès qu'on le trouvait, il y avait une petite fenêtre pop-up qui s'ouvrait et expliquait le handicap dont souffrait le personnage. Et on a découvert que plein de séries extrêmement populaires avaient un personnage qui souffrait de handicap. Donc voilà, c'était très intéressant et instructif. Et comme ça, les collaborateurs étaient sensibilisés au handicap. Sinon, du coup, en piqûre de rappel, tu peux leur envoyer mon podcast, du coup. Bien sûr. Et sinon, mon actualité brûlante, c'est bien sûr le cosplay que je vais faire avec Cyril Michael, où on sera tous les deux déguisés en Orion Slave Girl. Donc voilà, pour le prochain podcast en présentiel. Non mais arrête, ne dis pas ça. Je vais recevoir des mails des gens qui vont me demander des photos. Donc non, c'est une blague. Marina plaisante. Et je suis sûre qu'il y a... Tout le monde va te demander des photos de Cyril Michael, pas de moi. Mais évidemment. Mais moi, je veux voir Cyril Michael en Orion. Marina, mais tout le monde veut voir Cyril Michael, même moi. Mais non, c'est une blague et il ne le fera pas. Oh. Petit joueur, c'est un petit joueur. Moi, je le mets au défi. Je suis hyper déçue. Et j'espère qu'il va relever le gant. Ouais, on verra bien. Bon, en tout cas, nous, au Coin Pop, on a quand même une grosse actualité. La semaine prochaine, vous avez une semaine spéciale pirate. D'ailleurs, justement, où j'ai fait un épisode spécial du Cadran Pop sur les pirates Orion, justement, avec Cyril Michael, où on vous parle de cette race extraterrestre et de tout ce qui la compose, mais aussi de toutes les autres races de pirates qu'on a pu rencontrer tout au long de la franchise. Bon, alors, on n'a pas fait la totalité de ce qui existe, hein, on a fait quand même seulement les plus connus. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi retrouver un podcast qu'on a sorti il y a pas longtemps sur la filmographie de Quentin Dupieux, et je vous invite à l'écouter parce que moi, je suis très content de ce podcast qu'on a réalisé avec Quentin. Et on a aussi le podcast sur Ghostbusters Afterlife que j'ai fait avec Céline et bien d'autres que je vous invite à aller écouter. Et n'hésitez pas aussi à aller regarder ce que fait Manu parce qu'en ce moment il est sur YMCU avec des podcasts d'analyse sur la série Hawkeye qui est sur Disney+. Donc on a vraiment beaucoup de podcasts à vous faire écouter. Donc j'espère que vous êtes bien abonnés au Coin Pop. Et d'ailleurs j'en profite parce qu'on oublie toujours de le dire. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, mettez des notes, mettez des commentaires parce que bon, ça on en a plein. On a plein de bonnes notes, c'est bien, ça nous fait plaisir. Mais rajoutez des commentaires aussi parce que c'est aussi notre carburant, c'est ça qui nous fait continuer les podcasts avec autant d'entrain. Et ce que tu n'as pas dit, excuse-moi Guigui, ce que tu n'as pas dit, c'est que pour tout nouvel abonné, une photo d'un des membres du Quadrant Pop en Orion Slave Girl sera envoyée. Non, j'ai pas signé pour ça. Attends, j'ai pas vu les petites lignes dans le contrat quand on m'a fait entrer dans le Quadrant. Marie-Paul, t'es pas Salut tout le monde, longue vie et prospérité. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Bonne nuit. Long road getting from there to
to hear. It's been a long time, but my time is finally near. I can feel my dream come alive at last. I will touch the sky. No, they're not gonna hold me down no more. And no, they're not gonna change my mind. 'Cause I've got faith of the heart. I'm going where my heart will take me. I've got faith to believe I can do anything. I've got strength of the soul, and no one's gonna bend or break me. I can reach any star. I've got faith.